Je propose d'entamer nos travaux puisque l'heure a sonné d'ouvrir la dernière séquence de cette deuxième édition de Digipolis. Je sais que les échanges ont été très riches et très denses depuis hier, donc je propose de les compléter et peut-être de poursuivre la réflexion sur un certain nombre de sujets. On a quelques instants pour ce faire. Je vais vous présenter pour commencer nos invités en les remerciant d'être avec nous, donc pour cette ultime table ronde. Hervé Cassagne, qui est conseiller stratégique pour le développement du numérique et des nouveaux médias à l'Association des maires ruraux de France. Merci d'être là. Gabriel Dupuis, votre voisin qui est professeur d'université à Paris 1. Vous me dites quand je me trompe. Hein. Jean-Pierre Euzen, qui est chef du service Living Labs à la direction générale Société de l'information et médias auprès de la Commission européenne. Monsieur Euzen intervient en duplex de Bruxelles. On va le saluer. Je vous dis bonjour de façon à ce qu'on puisse faire un petit essai, voir si vous nous entendez bien et si on vous entend bien ici à Montbéliard. Bonjour à toutes et à tous, je vous entends très bien et je suis très heureux d'être là avec vous. Eh bien, nous aussi, et on vous entend et on vous voit en plus, donc c'est parfait. André Lechel, qui est président de la Fondation des Territoires de Demain, qui est mon voisin de droite, partenaire de Digipolis et habitué de Digipolis, puisque vous étiez avec nous déjà l'an dernier. Bonjour à tous. Bonjour, Olivier Morel, autre habitué, il est là, partenaire également, puisque vous êtes le directeur secteur public d'Extelia, qui est une filiale du groupe La Poste, et puis j'aurais peut-être dû commencer par vous. Alexandra Rudel, bonjour, vous êtes chef de projet TIC à l'agence d'innovation des TIC et médias du Bade-Württemberg. Donc vous êtes implanté à Stuttgart en Allemagne. Merci d'avoir fait le voyage de Montbéliard. Donc on le voit là, vous avez tous et toutes des tours d'observation extrêmement variés, extrêmement diverses, différentes en tout cas, qui nous permettront peut-être de balayer assez largement le spectre de tout ce qui se passe en ce moment entre les TIC et les territoires. Il se passe beaucoup de choses, ça bouge, ça mute très vite, on le dira peut-être tout à l'heure. On verra ce qui va moins bien et ce qu'il faut améliorer. Avec, vous l'avez compris, donc un regard qui ne sera plus franco-français, mais on va là encore élargir grâce à vous, Alexandra, et puis à Monsieur Zen qui nous attend à Bruxelles. Mettez d'abord peut-être un mot de Numérica, qui est quand même qui porte cette édition de Digipolis, pôle multimédia de Franche-Comté. C'est un outil important. J'ai envie de vous poser la question à vous, Monsieur Lechel, vous qui connaissez bien maintenant Numérica. Un outil important, un lieu important, on ne va pas dire le contraire parce qu'on est entre nous s'il vous plaît, mais peut-être avec beaucoup plus de conviction de foi encore qu'une simple affirmation. Il n'y a pas aujourd'hui, malheureusement, en Europe, et Jean-Pierre pourra nous donner tout à l'heure depuis Bruxelles son avis sur la question, il n'y a pas de lieu de réflexion sur l'innovation de rupture qui touche nos territoires, qui touche nos villes. Pas de lieu de réflexion sur les technologies de la connaissance. Et ce que nous avons vu pendant 2 jours ici, c'est exactement justement de ça dont il s'agit. Donc il n'y a pas de lieu pour cela, il faut que ce lieu devienne un lieu quasiment permanent. Vous voyez, on est quasiment prescriptif, on n'a même pas encore commencé réellement le débat. Et je pense que c'est passionnant, effectivement, d'avoir cet outil à notre disposition les uns les autres. Et d'avoir un lieu où l'on puisse aborder les questions alors d'intelligence territoriale. Les lieux d'intelligence territoriale au sens le plus concret du terme. Parce que, reconnaissons-le quand même, quand on parle de ville intelligente, de territoire intelligent, de territoire connecté, et bon, je pourrais poursuivre la liste, la sémantique est longue, ça fait un brin intellectuel. Or, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, et tous les participants l'ont bien montré, de spectacles concrets, de CIG concrets, d'e-administration concrète, de portails concrets. Tout ça, c'est de la vie de nos concitoyens. Et le fait d'en discuter ici ensemble, d'en discuter à distance avec un certain nombre de nos amis de la Commission européenne, dont Jean-Pierre, mais aussi de l'évoquer avec nos amis sur iPhone. Et je me permettrai juste, je profite de votre question pour saluer aussi à distance une bonne centaine d'acteurs territoriaux qui aujourd'hui nous écoutent sur iPhone parce qu'ils sont pris, parce qu'ils sont à d'autres endroits, parce qu'ils sont éloignés de nous. Je pense à nos amis d'Amérique latine, mais qui regardent sur iPhone notre débat. Alors peut-être première réaction de Monsieur Euzen, s'il le veut bien, depuis Bruxelles. Je crois que vous étiez tous les deux à Budapest récemment. Voilà, donc sur cette question d'outils permanents, quel est le regard de la Commission européenne ?
Alors, il y a plusieurs aspects là-dessus. Il y a l'aspect outil technique ou l'aspect outil financier. Alors, je vais pour parler un peu de l'aspect technique d'abord. Oui, d'abord, oui. André Lechel a mentionné qu'il n'y a pas de lieu par exemple, la technologie de la connaissance. Je pense que ça devrait venir quand même assez rapidement. Il y a la DG Éducation et Culture a lancé un certain nombre de KICS, comme ça s'appelle, Knowledge and Innovation Communities, dans des communautés de connaissances et d'innovation. Trois d'entre elles ont été lancées et André connaît bien l'une d'entre elles qui est la KIC ICT Labs, donc le laboratoire pour les TIC. Donc cet outil devrait, commence à s'organiser, si vous voulez. 2010 a été les périodes d'organisation, 2011 doit être la période vraiment de mise en route. Sinon, je veux dire que l'innovation de rupture n'est pas effectivement concentrée en tel ou tel endroit. Elle est un petit peu dispersée dans divers secteurs d'activité. Quant à l'intelligence territoriale, là on peut en dire beaucoup de choses. Je vais venir, si vous voulez bien, sur l'aspect plutôt financier dans ce cas-là. Nous avons, pour implémenter... Pardon, vous voulez... Non, j'hésitais à vous interrompre maintenant sur les aspects financiers, parce qu'on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, mais terminer rapidement sur cette question. Non, sur l'aspect financier, si vous voulez, je reviendrai plus tard. Bon, parce alors... Il n'y en a pas plein. Très bien, alors voilà, on va faire tourner la parole et de toute façon vous restez avec nous. Je voulais peut-être aussi me tourner vers Alexandre Arudel sur cette question. Vous représentez une agence publique, hein. Peut-être pouvez nous en toucher deux mots, comme ça on saura quel est votre travail dans le Bade-Wurtemberg. Et savoir s'il y a un outil un peu similaire dans le Bade-Wurtemberg, qui est une région très industrielle, qui ressemble peut-être aussi d'une certaine façon à certains égards au Nord-Franche-Comté. Voilà, est-ce qu'on peut faire des similitudes, des comparaisons entre, par exemple, Numérica et votre agence publique? Oui, donc la MFG, comme agence publique d'innovation du Land Baden-Württemberg, soutient le site Baden-Württemberg dans les domaines d'éthique, des médias et de l'industrie créative. Notre but, c'est d'améliorer le potentiel d'innovation et de compétitivité du site en promouvant des coopérations régionales, nationales et internationales. Et donc le rôle de la MFG s'explique aussi par la structure fédérale de l'Allemagne, donc le fait qu'on a les 16 États fédérés qui ont des pouvoirs très forts et qui sont indépendants dans certains domaines du pouvoir central. Et donc notre travail de la MFG travaille en fait au nom du Land Baden-Württemberg. Et nos activités concrètes consistent à soutenir en particulier les petites et moyennes entreprises, de les mettre en relation avec des représentants de la recherche appliquée et aussi avec des programmes publics de soutien financier. Et c'est là que je vois aussi les parallèles avec Numérica, donc le soutien aux petites et moyennes entreprises, de les renforcer, de renforcer leur compétitivité, de développer de nouvelles technologies et donc le fait d'être à l'interface entre politique, sciences et économie. Et puis, petite incise, bravo pour votre français, voilà, qui est Merci. parfait. Vous aviez quelques craintes, n'en ayez aucune. Je crois que vous avez fait une partie de vos études à Lille. Je disais tout à l'heure sur sur ces choses qui bougent beaucoup en ce moment, on sent vraiment que ça évolue peut-être très très rapidement. Où peut-on situer justement ces mutations fortes, Monsieur Lechel, vous qui avez ce regard-là encore panoramique? C'est vrai que nous sommes devant une monde qui bouge sans qu'on en ait toujours vraiment connaissance. On s'en doute un tout petit peu, on l'imagine un tout petit peu, on ne le vit pas toujours parce qu'on vit sur son territoire spécifique. Et nous avons nos équipes ont la chance de se promener un peu partout à l'échelle planétaire. Et je prendrai un exemple simplement, celui des pays en voie de développement, d'émergence, c'est beaucoup plus juste. Les pays émergents aujourd'hui, je pense à la Colombie, parce que nous avons été, certains de nos amis colombiens nous écoutent cet après-midi, nous avons été pendant 2 semaines en Colombie, et je dois dire qu'en l'espace de 2 semaines, nous avons eu des gens qui s'interrogeaient sur des mécanismes, qui se disaient « Ah ben vous faites ça, ah c'est intéressant, il y a tel territoire français qui fait ceci ».
Et le lendemain, ils se sont dit, mais si vous savez, si on faisait ça, ça nous on pourrait le faire ensemble, on pourrait le faire dans telle ou telle modalité, peut-être avec la Commission Open, peut-être avec d'autres institutions internationales. Au bout du compte, résultat des courses, nous étions à peine rentrés que nous avons eu des propositions de création d'espaces d'innovation. Et lundi dernier, comme on le disait avec Jean-Pierre, à Budapest, puisque Budapest actuellement c'est à la fois la présidence hongroise bien évidemment, mais c'est aussi la capitale de l'innovation en Europe, il ne faut pas l'oublier, au travers de l'EIT, de l'Institut européen de technologie, bien 8 de ces dossiers colombiens ont été déposés et 6 ont été labellisés à l'échelle européenne. Tout cela en l'espace de quelques semaines. Donc quand on dit ça bouge, voilà une illustration. Donc une nouvelle cartographie économique finalement. Il y a une nouvelle cartographie. La carte même n'est plus la même. La carte, vous savez, des régions, des villes qui faisaient un peu de musculature, beaucoup de propos, beaucoup de rhétorique en disant non pas nous sommes les meilleurs, mais montrant sans arrêt que leur portail était effectivement le plus perfectionné, etc. Tout ça c'est terminé. Aujourd'hui, ce sont des pôles de compétitivité, bien évidemment, ce sont des clusters, mais ce sont beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Ce sont des pôles de compétences, ce sont des lieux d'innovation de rupture, c'est peut-être le mot-clé pour nous. C'est-à-dire de gens qui disent, nous sommes dans cette situation, bien dans quelques semaines, dans quelques mois, ce sera le contraire. Alors évidemment, dans un premier temps, on a envie de sourire en disant, bah, c'est gentil, mais bon, ils y arriveront pas, ils n'ont aucune espèce de chance. Et ils font tout pour y arriver, et souvent ils y arrivent. Donc c'est vraiment cette innovation de rupture qui caractérise notre société aujourd'hui. Alors vous vous dites avec gourmandise, si j'ose dire, ou aussi avec une pointe d'inquiétude vue de la France? Les deux, monsieur le Joly, forcément, bien évidemment. On ne peut dire que les deux. Bien sûr qu'on ne peut avoir de la gourmandise en disant mais c'est extraordinaire, en quelques semaines on peut faire des choses que pendant des années des régions n'ont pas su faire ou n'ont pas voulu faire. Mais en même temps, on ne peut avoir qu'un peu de regret de voir des régions qui n'ont, parce qu'elles n'ont pas forcément beaucoup de visibilité, parce qu'elles ne sont pas si accompagnées que cela, parce qu'elles sont victimes de certain nombre de préjugés, de vieilles idées, de schémas qu'elles ont appris dans des systèmes d'éducation aujourd'hui un tout petit peu dépassés, ne sont pas à la hauteur. Elles ne sont pas à la hauteur, pas parce qu'il y a pas de porteurs de projets. On a eu des territoires où on nous a dit, vous savez, il y a peu de projets sur ce territoire. On a fait le tour de l'île. Alors, je pense à nos amis de la Martinique, du nord de la Martinique. On a regardé les porteurs de projets. Vous savez, au bout de 5 jours, on a fait le compte. Plus de 120 porteurs de projets importants rencontrés en 5 jours. Donc, ils sont là, les gens sont là avec leur volonté. Mais c'est vrai que les territoires, les élus ne le savent pas toujours forcément. Ils n'ont pas toujours forcément les bons outils pour s'en rendre compte et pour en tirer tout le bénéfice. Donc en filigrane, on comprend qu'il y a un formidable espoir pour nos territoires. Prennent-ils part suffisamment au débat, à l'action, à la réflexion? Monsieur Cassagne, j'ai envie de recueillir votre sentiment là-dessus, puisque, je le répète, donc vous représentez cet après-midi l'association des maires ruraux de France. Merci. On peut dire qu'on est confronté à beaucoup de préjugés. C'est vrai que ce qu'évoquait tout à l'heure, enfin il y a quelques secondes d'André sur les vieilles idées qui traînent, elles existent encore aujourd'hui. Alors c'est vrai que nous, comme on est à la campagne, on a tendance à penser que les préjugés viennent de Paris. Alors c'est un petit peu caricatural, mais en tout cas sur de nombreuses choses, on parle beaucoup. Un des sujets du moment, c'est tout ce qui concerne le très haut débit. L'un des préjugés auxquels on est confronté, contre lesquels on lutte, c'est les ruraux, finalement, ils n'ont pas besoin du très haut débit, d'une part. Et d'autre part, les ruraux peuvent bien attendre. On les voit dans les plans, les schémas qui sont en train de se mettre en place. Finalement, on va passer en dernier. On nous demande des choses qu'on ne demande pas aux autres. On va jamais demander au maire de Paris qu'est-ce que vous comptez faire du très haut débit. Alors que quand on est dans les territoires ruraux et qu'il y a un élu qui dit chez moi c'est important, ma population me demande le très haut débit, on va lui dire oui mon bon monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Et souvent le maire rural n'a pas et son équipe n'ont pas les compétences pour répondre à ça. Il faut connaître suffisamment les choses pour se projeter. D'autant qu'on sait très bien que c'est uniquement quand les tuyaux existent que les usages se développent. Donc il y a une question d'inégalité de ce côté-là. On sait, nous maires ruraux, on sait que les maires ruraux ont montré il n'y a pas longtemps qu'ils avaient pris toute la mesure et toute la conscience des enjeux.
dans un passé très récent, il y a 2 ans, il y a eu un appel à projet pour équiper les écoles en numérique. Et ça s'appelait le plan école numérique rural. C'est le ministère de l'Éducation qui attribue une enveloppe dans le cadre du plan de relance, 5000 enveloppes pour 5000 communes. Les fameux décideurs parisiens considéraient que ça serait déjà très bien s'ils obtenaient 2500 candidatures. Et finalement, il y en a eu plus de 8000. Donc ça prouvait bien que les maires étaient conscients des enjeux qui étaient à ce niveau-là. Alexandra Redel, pourquoi la région du Bade-Wurtemberg donc s'est lancée dans cette politique des TIC? Et vous parlez-vous d'industrie créative? Donc, tout d'abord, pour parler de Baden-Württemberg, donc le Land Baden-Württemberg est connu comme le berceau de l'industrie automobile. J'imagine que c'est aussi le premier lien que vous avez en tête. Donc, Daimler et Porsche. Puis en deuxième place, c'est peut-être l'industrie de la construction mécanique, donc Bosch. Or, et c'est pas très connu, pendant les dernières décennies, le site Baden-Württemberg est aussi devenu un site d'éthique et des médias. Donc, depuis l'année 2000, par exemple, le nombre d'employés dans le secteur d'éthique et de l'industrie créative a augmenté 2 fois plus vite que dans le reste de l'économie régionale. Et donc, la structure est telle qu'il y a d'un part les grandes entreprises comme SAP, Hewlett-Packard ou IBM qui ont à Baden-Württemberg soit leur siège principal ou soit une dépendance. Mais d'autre part, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises dans ce domaine-là. Et donc, c'est notre but comme MFG de créer une conscience pour ce développement-là et de promouvoir davantage ces petites et moyennes entreprises qui sont une partie importante de l'économie régionale. Et pour nous, ce qui est important quand on parle d'éthique, donc c'est pas que je dis maintenant c'est seulement l'éthique qui sont importants et l'industrie automobile n'est plus importante pour notre site, mais c'est le fait que l'éthique sont en fait une technologie transversale, c'est-à-dire une technologie qui influence tous les autres secteurs industriels. Donc, si vous pensez aux technologies de visualisation ou de simulation qui ont fait contribuer à la croissance dans le secteur traditionnel comme le secteur automobile. Et puis, en même temps, l'éthique favorise en fait l'émergence de nouvelles branches industrielles. Donc, dans notre cas, on parle beaucoup de l'industrie créative, ce qui est pour nous un champ très vaste. Donc, les films d'animation, les maisons d'édition, la publicité. Et en fait, toutes ces branches industrielles se servent de l'innovation dans le domaine d'éthique afin d'augmenter leur compétitivité. Et puis, pour conclure, juste encore le domaine le système de santé où l'éthique donc joue leur part à augmenter l'innovation dans les systèmes de santé et aussi il contribue au développement durable. Donc, c'est ce qui est important pour nous comme MFG que l'éthique sont une technologie transversale. Appelé à participer au développement régional dans tous les domaines. Monsieur Lechat? Oui, mais je crois qu'Alexandra parle d'or. C'est exactement l'image qu'il faut que nous changions. D'un côté, il y a une image réelle, bien sûr, une ville dédiée ou un territoire ou une région, un land dans l'occurrence, dédiée à l'industrie automobile, un certain nombre d'industries. Bien sûr, c'est toujours une réalité. Deuxième élément, ce n'est plus la réalité majeure, c'est effectivement une réalité d'économie de la création. Et ça, c'est pas toujours absolument évident de le faire passer dans la fameuse map monde qu'on a évoquée tout à l'heure, dans la cartographie. Oui, aujourd'hui, il y a un certain nombre de lieux en Europe, et notamment le Bade-Wurtemberg, qui sont dédiés très très largement à cette économie de la créativité. Et puis je dirais le dernier élément, c'est que ce n'est pas l'un contre l'autre, et c'est là l'erreur. C'est une des erreurs majeures d'un certain nombre d'acteurs territoriaux de se dire « Ah non, nous, regardez notre industrie ». Vous y reconnaissez peut-être quelques élans rhétoriques français. Le problème n'est pas de dire « Débarrassez-vous de votre industrie ». Je n'ai jamais entendu un responsable digne de ce nom dire cela. C'est au contraire que cette économie de la créativité, on le voit en Hongrie, on le voit dans un certain nombre de Living Labs allemands, je pense à celui de Feldbach, qui fait de la réalité virtuelle, mais derrière, c'est pour l'industrie automobile en réalité. Bon, c'est au contraire qu'il n'y a pas d'outils plus pertinents et plus efficaces aujourd'hui que les économies créatives pour, au contraire, aider, par exemple, les secteurs industriels. Au contraire, il ne faut pas les opposer, il faut les voir dans un tout commun. Monsieur Zen, peut-être pouvez-vous apporter votre pierre à l'édifice au point où on en est là dans notre conversation, et je pourrais peut-être vous brancher sur une initiative qui concerne beaucoup de régions du Danube, peut-être sur cette question.
Pouvez-vous nous en parler? Si vous permettez, avant, je voudrais revenir un peu sur l'innovation. J'ai répondu tout à l'heure qu'il n'y avait pas, je voyais pas de lieu spécifique pour l'innovation de rupture, mais je voudrais dire qu'au niveau européen, l'innovation en elle-même est quelque chose de très important. Et la politique sur laquelle nous nous basons, c'est Europe 2020. Et la stratégie de l'Euro 2020 met en avant 3 priorités. La croissance durable, c'est-à-dire la promotion d'une économie compétitive plus verte, plus efficiente dans l'utilisation des ressources. Deuxièmement, la croissance inclusive, qui favorise une économie à haut niveau d'emploi et délivrant une cohésion sociale et territoriale. Et troisième élément, croissance intelligente, c'est-à-dire le développement d'une économie basée sur la connaissance et sur l'innovation. Et à partir de cette politique de base, il y a un certain nombre d'initiatives phares qui ont été développées. Je vais vous en citer 2 qui nous intéressent là. C'est l'Union innovante et un agenda numérique pour l'Europe. Donc, ensuite, j'en arrive à votre question. Comment dire, nous avons un certain nombre d'outils, d'instruments financiers pour implémenter cette politique. L'un d'entre eux, c'est le programme cadre pour la recherche et le développement. Actuellement, nous sommes au numéro 7 et en 2013, nous passerons au programme cadre numéro 8. Il y a aussi le programme compétitivité et innovation, que l'on appelle CIP. Sinon, je vais rajouter un troisième qui correspond aux fonds structurels, c'est-à-dire ce qu'on appelle le FEDER, les fonds européens de développement régional. Et donc là-dedans se trouve la région Danube dont vous parlez. En fait, nous avons réorienté un peu les fonds structurels qui étaient des fonds très régionaux, je parle de régions à l'intérieur d'un État membre, comme la Franche-Comté par exemple, pour aller à une politique de cohésion. C'est depuis le dernier traité de Lisbonne, comment dirais-je, il y a une vision beaucoup plus globale des territoires. Alors, l'exemple du Danube, c'est tout le bassin du Danube qui est concerné, c'est-à-dire 14 pays et 8 faisant partie de l'Union européenne et 6 étant des voisins, des Balkans, l'Ukraine et quelques autres autour. Alors, pour cette politique de développement de la région Danube, il y a un budget très élevé, ce sont des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Et donc le plan d'action a été développé, il est maintenant validé, et nous en arrivons à la phase, je dirais, de lancement. Il va y avoir donc des programmes de travail détaillés qui vont être faits et des appels qui seront lancés pour justement répondre à ces appels. Merci. Monsieur Lechel. Oui, je crois que ce qui vient d'être dit est tout à fait essentiel par Jean-Pierre, et tout à fait essentiel par rapport à notre démarche concrète, puisqu'on avait mis un peu le mot concret en avant tout à l'heure par rapport à nos rencontres. Lorsque aujourd'hui on essaye de créer des lieux d'innovation, c'est vrai qu'effectivement, il faut beaucoup de courage, mais il y a derrière des moyens de le faire. Des moyens, à savoir le programme CIP, que vient de citer Jean-Pierre. Le programme CIP, c'est le programme d'innovation de compétitivité. Derrière ce programme CIP qui vous donnera quelques millions d'euros pour avancer sur vos projets, surtout en matière d'économie du lien, c'est-à-dire de rapport avec les autres, hein, puisque un projet européen, bien évidemment, c'est de travailler d'abord avec les autres, c'est pas de rester dans votre coin. Donc il y a cela, et puis il y a derrière des dispositifs qui sont des dispositifs qui deviennent extraordinairement efficaces. Ce qui vient d'être cité, c'est le programme Danube. Ce qu'on aurait pu citer aussi, c'est le programme antécédent sur la Baltique, ou parmi les prochains programmes qui sont en train de se construire, de s'élaborer, on verra ce que ça donnera, un programme par exemple sur les Caraïbes de l'innovation. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit d'économie du lien, c'est ça que je voulais dire. L'économie du lien, c'est bien monsieur le maire, c'est bien monsieur le président de région, c'est bien notre cher collègue d'avoir réussi à attirer un pôle de compétitivité chez vous, d'avoir votre cluster, etc. C'est bien, mais ça ne suffit pas, et ce n'est pas ça qui va faire le
développement économique de votre territoire. Ça ne suffit pas, c'est très bien, c'est un premier acquis. Ce qu'il faut, c'est derrière de l'économie du lien. C'est-à-dire, ce qui est important, ce n'est pas le pôle de compétence A, le pôle de compétence B, c'est le lien entre A et B. Et ce lien-là, il est validé effectivement à l'échelle européenne par ce qu'on appelle aujourd'hui donc des macro-régions, ce qu'évoquait Jean-Pierre Rosen à l'instant, par des macro-régions où des territoires travaillent entre eux. Ce sont les contrats de pays, ce sont les partenariats européens pour l'innovation, ce sont toute une série de structures qui ont été évoquées ici à Digipolis par Laura Garcia-Vittoria. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ces mécanismes-là nous permettent très largement d'avancer et permettent aux territoires d'aller dans ce sens-là. Mais cette condition, c'est l'économie du lien, c'est-à-dire travailler avec les autres. Gabriel Dupuis, saisissez-vous d'un micro, professeur d'université donc à Paris. Quel bilan faites-vous j'ai envie de vous. Je crois qu'il n'y a pas de bouton à toucher. Non, allez-y. Voilà. Quel bilan, enfin, à ce stade de notre conversation, peut-on faire un petit état des lieux avec vous? Oui, alors je trouve qu'il y a des innovations, des créations. Il y a un lieu ici que je découvre, mais qui est très propice, donc très favorable. Le tout, c'est de savoir quand même vers quoi tendons-nous, qu'est-ce qui nous guide. Et j'ai envie de vous proposer quand même un petit diagnostic, un petit bilan de santé de la France numérique. Pour avoir regardé les choses d'assez près, je crois que la santé numérique de la France n'est pas mauvaise. Mais mon voisin m'excusera, mais y compris les régions rurales, c'est pas si mal que ça quand même. Voilà. Bon. En revanche, c'est pas si mal d'un certain point de vue, du point de vue de la couverture, tout ça peut à peu près se tenir. En revanche, il y a quand même un problème du côté on va dire, de l'accès des usages. Là, il y a une vraie difficulté. Nous avions étudié il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, les régions, un ensemble de régions qui se trouvent autour de l'Île-de-France. C'est le bassin parisien hors Île-de-France. Eh bien, juste un chiffre. Donc, on avait mesuré la densité des sites web par rapport à la population, divisé par la population dans ces régions-là. Je ne vais pas les énumérer pour faire de peine à personne. Eh bien, on avait pour l'Île-de-France, on avait l'indice de densité de sites web par rapport à la population, c'était 130, on va dire ça. Pour les régions en question, c'était 50. Et pour les autres régions de France, c'était 70. Donc il y a une sorte de désert numérique là autour de l'Île-de-France, et on se demande à quoi ça correspond. Alors en fait, on sait à quoi ça correspond. Ce sont des régions qui ont connu, pour différentes raisons, qui ont connu des crises et qui ne s'en sont pas remises. Et donc ça se traduit par quoi? Par des difficultés d'accès, par des niveaux d'éducation, par des types d'emplois, etc., qui sont absolument pas favorables. Alors bien sûr, on est trompé parce que certaines métropoles, dans ces régions, tirent leur épingle du jeu, mais le reste, pas vraiment. Et on a toujours du mal, on bute là-dessus. Et donc le diagnostic de santé, il est nuancé. Il est nuancé parce que il y a quand même quelque chose en France qui ressemble un peu à la fracture numérique. Alors, on n'est pas en Colombie, mais il y a quand même des soucis à se faire. Pourquoi? Parce que la fracture numérique, c'est quelque chose de cumulatif. C'est-à-dire, au fond, c'est une sorte de décalage entre la société dans son ensemble qui progresse, là, comme on l'a vu, comme on l'a dit, et tout ça par beaucoup d'innovations de création, et puis des éléments, des îlots qui restent en arrière, mais qui restent en arrière durablement, et de façon peut-être de pire en pire. Donc là, si nos innovations et nos créations ne visent pas à réduire ces fractures numériques, eh bien, est-ce qu'elles sont vraiment utiles? Est-ce qu'elles sont vraiment pertinentes? Voilà ma remarque. Alors peut-être qu'on peut échanger rapidement sur cette thématique-là. Monsieur Cassagne? Je vous trouve évidemment optimiste sur la question de la couverture. Ça demanderait peut-être un peu longtemps pour revenir dessus. Puisqu'on est en train de parler des usages, le chiffre dont je dispose en matière de site web de communes, le site web par la mairie, est plutôt de l'ordre de seulement un tiers à la moitié des communes qui possèdent un site web. Là, je trouve qu'il y a une grosse fracture d'usage entre les communes importantes et les communes rurales. Nous, à la MRF, on a justement identifié ça comme un sujet important. On a essayé de comprendre pourquoi les maires sont arrêtés, non pas leur site communal. Généralement, c'est une question de moyens à la fois financiers et humains, puisque les maires ruraux ne disposent pas de direction informatique, mais
Généralement, une secrétaire de mairie, éventuellement à mi-temps, quelques jours par semaine, c'est généralement pas elle qui va s'occuper de ça. Manque de connaissances pour évaluer les offres de prestataires. Et donc, on a mis à la disposition de nos adhérents, un outil simple de manière à ce qu'ils puissent gérer eux-mêmes leur site. Et si vous allez voir les sites qui ont été produits, les maires prouvent à l'aide d'un outil simple, facile à comprendre, une offre avec l'ensemble des services qui fait qu'ils n'ont pas à se demander s'ils ont le nom de domaine inclus et ces choses-là. Ils y vont plus facilement et les sites qu'ils produisent eux-mêmes sont de qualité et apportent un service à leur population. Ça nous semble être le plus important. C'est notre part dans la lutte contre la fracture numérique et la fracture des usages. Est-ce que ça appelle des commentaires? Est-ce que, alors cette histoire des sites communaux, c'est l'arbre qui cache la forêt? Moi, j'ai envie de répondre deux choses par rapport à ce qui a été dit. D'abord, Hervé connaît déjà ma réponse par rapport au monde rural. Je crois fondamentalement avec les acteurs dont certains étaient présents ici à Digipolis, et il faut vraiment les saluer, et puis certains autres avec lesquels on travaille, le renversement de situation est véritablement possible. Certains le font. J'ai évoqué tout à l'heure nos amis de Nord de la Martinique qui partaient d'une situation difficile, qui aujourd'hui ont réussi à capter l'attention de tout le monde caraïbe dans le domaine de l'innovation, alors qu'ils étaient partis tout simplement avec 3 pépinières, alors quand même, bon, et qui n'étaient pas forcément en réseau dès le début. Je pense à l'Ardèche, aussi, ce qui est quand même un cas un peu emblématique en France, où la communauté de communes de Privas de Rhône-Vallée, par exemple, pour ne pas les citer, avait fait un diagnostic absolument désastreux dans le domaine, j'allais dire, du numérique, du développement économique de manière générale. Et qu'est-ce qu'il en est résulté? C'est de dire, bon, on va inverser le processus, on va créer un centre de nouvelles technologies, on va attirer des entreprises. Ils sont en train d'attirer plusieurs dizaines d'entreprises aujourd'hui, dans un endroit où effectivement on ne savait plus trop ce que c'était la création d'une entité économique. Donc ça, c'est un point important. Par rapport à ce que dit également notre collègue, je crois que c'est un autre point tout à fait fondamental autour du Grand Paris, on va dire ça comme ça, sur le plan géographique. Certains n'ont pas su utiliser un trésor qu'ils avaient sous la main, et alors avec le numérique ou sans le numérique d'ailleurs, qui est celui de l'identité. On ne crée pas, et ça a été dit à plusieurs reprises par beaucoup d'acteurs ici à Digipolis, on ne crée pas d'innovation sans mettre en valeur l'identité d'un territoire. Quand on ne gère pas l'identité d'un territoire, on l'a dit sur Montbéliard même, on l'a dit ici sur la région, et il y a des choses assez extraordinaires qui se font ici en la matière, mais c'est vrai dans la très grande Île-de-France, en tout cas dans le pourtour de l'Île-de-France aujourd'hui, un certain nombre de régions, de territoires n'ont pas su sauvegarder leur identité, et donc en effet n'ont pas attiré l'innovation. C'est tout à fait vrai. Monsieur Zen, pouvez-vous compléter, avez-vous des choses à dire, vu de Bruxelles, sur cette question? Absolument. Les usages, ça m'intéresse beaucoup. Comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, je m'occupe des Living Labs. La traduction française officielle des Living Labs, ce sont les laboratoires des usages. Alors, le but de ces laboratoires des usages, c'est d'améliorer le processus d'innovation. Parce qu'actuellement, les résultats sont assez médiocres, on ne peut pas dire plus. Donc, pour améliorer ce processus d'innovation, il faut que les produits ou les services qui sont élaborés correspondent aux besoins des utilisateurs. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est d'impliquer les utilisateurs dans le processus dès la conception, dès l'idée. Même l'idée peut venir des utilisateurs. Et ils sont impliqués dans les différentes phases d'études, de validation, enfin de développement, de validation. Et je vais aller dans le même sens que André Lechel. La plupart des Living Labs qui existent, mais la très grosse majorité des Living Labs qui existent, ont un ancrage territorial, qu'il soit urbain ou rural, montagnard, mais ancrage territorial. Alors, André Lechel, je crois qu'il y en a 13 en France d'ailleurs, de Living Labs. Il y en a, je crois, aujourd'hui 23. Ah bon. Il y en a près de 300 en Europe, quelques-uns dans le monde, mais l'essentiel sur 300, je crois que c'est 270, 280 en Europe. Quelques-uns commencent à exister effectivement en Amérique latine, au Brésil, en Chine. Quelques-uns se développent en Afrique. C'est toujours le même processus qu'évoquait très très bien Jean-Pierre Rosen, à savoir, bien sûr qu'on a besoin d'acteurs économiques et de gens qui mettent en avant leurs entreprises et qui essaient de développer les marchés de leurs entreprises. Le Living Lab est une merveilleuse façon
façon de permettre pour les acteurs territoriaux à leurs entreprises de développer des marchés à l'étranger. Donc ça, c'est un point important. Bien sûr qu'il faut des chercheurs. On ne peut pas parler d'innovation sans chercheurs et sans enseignants, c'est-à-dire ceux qui transmettent le savoir. Mais il manque le troisième profil, j'allais dire le troisième larron. Ce troisième larron, c'est Monsieur Tout-le-Monde, c'est l'habitant du quartier. J'ai l'habitude d'utiliser quelques exemples qui sont souvent assez parlants. Je pense à nos amis du Media Lab à Madrid. C'est en face du Prado. Lorsque le Prado ferme le soir, lorsqu'il y a plus grand monde, lorsqu'il y a plus de visiteurs, lorsqu'il y a plus de touristes, il y a une façade qui reste illuminée. Vous dites tiens, il y a de la vie là-bas, on entend du bruit, il y a des lumières. On rentre, c'est quoi? C'est un Media Lab, c'est pas un Living Lab, c'est un Media Lab, mais c'est exactement la même démarche. C'est comme les Fab Labs ou d'autres espaces d'innovation du même genre. Et ici passe quoi? Vous avez les gens du quartier qui se réunissent autour des profs, qui se réunissent autour d'un certain nombre de chercheurs et qui parlent de l'équipement de leur quartier, qui parlent du réseau de leur quartier, des usages véritablement, c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut développer telle ou telle application. On commençait, il n'y a pas de Wikipédia dans notre rue, il n'y a pas de Wikipédia de notre quartier, mais enfin que c'est complètement incroyable, mais on va le faire, et on va le faire ce soir, on ne va pas le faire demain, on va le faire ce soir. Et puis effectivement, on sent généralement des odeurs assez particulières, et c'est de la cuisine moléculaire, c'est-à-dire aussi de travail de l'innovation sur la gastronomie. Donc c'est ça un Living Lab aujourd'hui, c'est ça un Media Lab. C'est-à-dire ce sont des lieux qui attirent ces trois profils d'acteurs et qui font que de nouveaux modèles, et notamment de nouveaux modèles économiques, ne pas les oublier, apparaissent. D'ailleurs, des gens qui disent, c'est le succès de Google, mais disons-le clairement, c'est le succès des Google Labs, où des gens disent, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça? Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas Google Earth? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas Google Street? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas telle ou telle chose? Et ça aboutit au résultat de la société que l'on connaît. Ça se fait aujourd'hui dans plusieurs centaines d'endroits, et c'est ce qu'on appelle généralement les laboratoires d'usage, les Living Labs dont parlait Jean-Pierre Rosen. Alors peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure pour pas boucler tout de suite le débat sur les Living Labs, mais c'est pour donner la parole tout de suite à Monsieur Morel quand même, qu'on n'a pas encore entendu. Pas de réaction là-dessus? On peut progresser un peu. Alors justement, Monsieur Morel, Extelia. Le groupe La Poste, on a beaucoup parlé d'innovation jusqu'à maintenant. L'innovation, c'est complètement votre métier, c'est votre ressort. C'est ça. Un mot d'Extelia? Un mot d'Extelia, donc filiale du groupe La Poste. Et en effet, nous progressons sur des sujets tels qu'on vient de le voir autour de l'administration et de la modernisation du service aux citoyens. Voilà. Un exemple, pour que ce soit concret, on essaie de l'être. Un exemple, je vais peut-être rebondir, ça donnera un exemple sur 2-3 points qui m'intéressaient là. On a parlé une chose intéressante, moi j'apporte une voix qui est celui d'un industriel, donc en l'occurrence du groupe La Poste, et il y a une chose qui m'intéresse, c'est qu'effectivement ce genre d'initiative autour de l'innovation ne va pas contre les industriels tels qu'on parlait et qu'on l'évoquait tout à l'heure. On a parlé de l'automobile, on peut parler du groupe La Poste aussi. C'est ça qui est intéressant. Et là, je donne l'exemple et effectivement, je le trouve assez intéressant. On a, pour le Bas-Rhin, mis en place, dans le cadre d'un appel à projet, donc on est bien dans les sujets que l'on évoque là, un certain nombre de dispositions dans le cadre du maintien à domicile, c'est-à-dire le NTIC pour effectivement améliorer le maintien à domicile d'une certaine catégorie de population, les personnes âgées, en l'occurrence, où on va pouvoir mettre en place certaines technologies telles que des visioconférences autour du coach de vie, telles que les bracelets dont on connaît l'utilité pour les personnes âgées, un certain nombre de moyens autour de la domotique également. Ça montre bien là qu'on peut à la fois avancer sur un sujet qui est de nouvelles technologies et d'innovation, et en parallèle travailler encore les métiers traditionnels d'un industriel qui est le nôtre, qui est la proximité. Et pourquoi je dis ça, c'est que on a parlé, il y a eu hier notamment des interventions autour de l'isolement et du sujet de l'isolement. Je trouve intéressant de se dire qu'il n'y a pas qu'un seul monde et unique qui serait celui des NTIC. Il y a aussi celui, non pas que du virtuel, mais de la proximité, avec l'intervention possible de facteurs qui vont effectivement au quotidien avoir un contact avec les personnes âgées et pouvoir, au-delà des nouvelles technologies mises en place, avoir un réel lien social, le lien peut-être qu'on évoquait tout à l'heure. Donc voilà, c'était pour répondre à ce point, et je trouve qu'il est intéressant parce qu'il montre bien que ce n'est pas en opposition, mais c'est complémentaire aux industriels. Le deuxième point, c'est, et là la question préalable, c'est de savoir si on avait progressé, c'était votre question du début, je trouve que l'on a progressé, en revanche je trouve, mais je suis dans ma peau d'industriel, que l'on ne va pas assez vite.
Pourquoi je dis cela? C'est qu'on est aussi, alors il y a bien sûr la responsabilité publique, on en a un peu parlé à travers des projets autour de l'innovation ou des appels à projets, tels que j'évoquais tout à l'heure. Je trouve qu'il y a un point très positif, c'est qu'il y en a de plus en plus, et on s'en aperçoit. En revanche, on a j'ai la chance d'être dans un groupe important, en l'occurrence, on peut avancer parfois pour pouvoir, au fur et à mesure des mois, se poser une question, c'est quel est le modèle économique de ce que l'on entreprend, où va-t-on finalement? Et je rejoins un des points que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est très important, qui est l'usage. C'est-à-dire que on peut parler de fracture numérique, on peut parler de haut débit absent sur certaines zones de couverture, mais pour moi, le vrai enjeu, c'est de savoir quel est l'enjeu des usages et quel est, à travers l'enjeu des usages, savoir comment on peut, en effet, mettre en place un modèle économique, effectivement, et qui va, je pense, dans ce cas précis, être assez moteur, puisque dès l'instant que des groupes tels que les nôtres sont intéressés à poursuivre des aventures telles que des appels à projets, c'est bien, et nous cachons pas les choses, pour au final, effectivement, aborder tous ces sujets sous un aspect économique. Voilà. Donc c'était ce qui m'a intéressé comme intervention et pour compléter en tout cas. Et je crois que cet exemple, je trouve, d'appel à projet dans le Bas-Rhin situe bien les échanges. Pour mon information personnelle, coach de vie, en fait, c'est quoi exactement? C'est en fait dans le cadre de ce qu'on appelle la e-santé et du maintien à domicile. Le coach de vie est un médecin qui, par un système de on parlait tout à l'heure de fracture. Il faut le savoir, la personne âgée qui est chez elle, et c'est un enjeu de santé, c'est effectivement aussi, petit aparté, pour retarder bien la mise, en tout cas le fait que la personne puisse rejoindre un établissement hospitalier. Pour retarder cela, on met un certain nombre de technologies en place. C'est en fait un système de visioconférence, où, en effet, une fois dans la semaine, la visio va se connecter sans intervention de la personne, en l'occurrence, puisqu'on est là dans les NTIC, il faut surtout, et c'est un point important, vulgariser au maximum l'action et l'intervention, pour avoir une personne qui peut être un médecin et qui va à distance, et on parle bien de coach de vie, parce qu'il va ne pas avoir uniquement une relation et des échanges autour de la santé, mais aussi il va pouvoir avoir une discussion, des échanges avec la personne pour pouvoir savoir, ne serait-ce que est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle voilà, un certain nombre d'indices comme ça. Voilà quel est le coach de vie, et c'est pour ça que j'insistais sur ce point, c'est qu'il peut être mis en parallèle avec aussi, nous pour notre groupe, des facteurs qui sont toujours en visite quotidienne vers ces personnes-là. Alexandra, il me semble que vous traitez aussi la question de la santé, justement, non? Dans le Bade-Wurtemberg, non? Ah, j'ai mal lu alors ma documentation. Oui, donc, comme je dis, ça touche en fait à notre travail puisque c'est influencé par les TIC en fait. Donc, on a aussi un réseau d'entreprises, Baden-Württemberg Connected, avec 400 entreprises du domaine des TIC, des médias, de l'industrie créative. Et là, on couvre aussi en fait ce sujet en fait autour de la santé. Donc, on essaye de convaincre aussi les entreprises des TIC d'investir aussi dans ce domaine aussi du maintien à domicile. Ah, alors j'avais bien Donc, c'est juste, oui, c'est aussi un sujet pour nous. D'accord. Monsieur Cassagne, ça a dû vous interpeller quand même ce que disait Monsieur Morel, vous qui représentez les maires ruraux de France, confrontés à ces problèmes de désenclavement, vous faites un peu de e-learning, vous agissez aussi dans le domaine culturel, mais là il y a une dimension nouvelle. C'est moi ce que je retiens, le mot que je retiens de son intervention, c'est proximité. C'est vrai que nous du côté des maires ruraux, mais c'est quelque chose d'essentiel. Si le maire est l'élu le plus, je sais plus quel est le terme, le plus populaire dans la population, c'est parce que c'est l'élu de la proximité. Ça fait aucun doute. Et pour nous, surtout, le numérique doit pas être le prétexte pour éloigner les services. On a notre combat permanent est pour le maintien des services publics et la Poste est bien au courant de ça. On est un partenaire très exigeant en la matière. Et donc,
qu'en matière de services publics, c'est vrai qu'on veut continuer à garder des services publics de proximité, les enrichir, comme c'est le cas par exemple avec les points visio publics, en permettant à des services publics qui n'étaient pas dans les territoires de s'en rapprocher. Par exemple, une agence, on dit plus NPE, on dit Pôle emploi, une agence Pôle emploi qui permet de faire des consultations à distance, sont des choses très intéressantes qu'on accueille avec beaucoup de plaisir. Maintenant, si le numérique, ça veut dire permettre à des services qui étaient des services de proximité de s'en aller et qu'on va les consulter à distance, non, parce que le service public ne remplit plus sa mission à ce moment-là. Monsieur Michel ? Je crois que c'est un point important. Nous avons évoqué tout à l'heure l'intelligence territoriale. Si l'expression a matériellement, concrètement un sens, ce n'est pas pour faire la division entre l'humain. C'est une discussion qui a beaucoup rassemblé d'acteurs de Digipolis cette année. C'est pas une distinction entre l'humain et le technologique, j'allais dire. Ça, c'est de l'ordre des idées fausses. Je veux dire que, franchement, nous allons vers des territoires augmentés. Alors je me permets d'utiliser simplement cette expression, cet adjectif. Ça veut dire quoi augmenter? C'est-à-dire que nous avons nos vies quotidiennes, nous avons nos besoins quotidiens, nos réalités professionnelles quotidiennes dans le monde rural comme ailleurs. Mais derrière, il y a effectivement des bases de données fabuleuses, on le sait tous, et ça, là aussi, ça fait l'objet de plusieurs ateliers ici, sur tout ce qui est en ligne, tout simplement, toutes les données en ligne. Nous avons des possibilités quasiment de répondre à 3 questions sur 4 que nous nous posons au quotidien, à un moment donné et dans un lieu donné. Le territoire augmenté de demain, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire la possibilité d'avoir un moment où j'ai besoin d'une information la plus pragmatique possible, la plus concrète possible, de l'avoir sur mon smartphone, de l'avoir par des outils divers et variés qui n'ont pas besoin d'être au demeurant très sophistiqués. Ça ne veut absolument pas dire que je vais me débarrasser d'une partie des relations humaines ou d'une institution, etc., etc. Au contraire, cette institution sera très bien placée pour savoir ce qu'il faudra mettre en réseau, ce qu'il faudra mettre en ligne, pour que effectivement le citoyen puisse l'utiliser à un moment où le service est fermé, à un moment où le service n'est inopérant, et sur des sujets sur lesquels effectivement il ne pourrait pas répondre. Donc je crois que c'est une contradiction qu'il faut absolument que nous évitions. Si nous voulons aller vers une ville, un territoire intelligent demain, d'ici 5 à 10 ans, nous allons vers des territoires augmentés, nous n'allons pas du tout vers une distinction, une opposition entre ce que nous avons à disposition en ligne et ce que nous pouvons donner au travers de nos services d'aujourd'hui. Monsieur Dupuis, il y a un préalable à tout cela. Vous qui avez peut-être un regard peut-être un peu plus sociologique, par rapport à nos autres invités, il faut que tout le monde se sente concerné et que tout le monde se raccroche au wagon. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Il faut pas laisser les gens sur le bord de la route, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Donc, je pense que c'est important, et c'est pas seulement important d'un point de vue sociologique. Je crois que c'est important d'un point de vue économique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie possible si on a un clivage, si on a une fracture, ça ne fonctionne pas. Bon, et alors, il y a effectivement une idée fausse, enfin, qui a un discours un peu lénifiant, un peu calmant là, c'est de dire en France quand même on est bon parce que regardez à quelle vitesse les gens se sont équipés en ADSL, là c'est fabuleux. Bon, alors il me semble que le fait qu'on s'équipe en ADSL pour avoir plus de chaînes de télé ou pour avoir le téléphone gratuit, eh bien ça ne prouve rien, et que c'est une chose d'avoir ça et c'est autre chose simplement d'avoir un ordinateur et de s'en servir. Bon, et c'est sur ces points-là que ça se joue. Or, l'objectif, c'est quand même plus ou moins d'entrer, on aime ou on n'aime pas, mais je crois que ce concept de société de la connaissance et d'économie de la connaissance, il est quand même intéressant. Et bon, j'ai tendance à dire que c'est quand même dans ce sens-là qu'il faut aller. Alors, si on veut aller dans ce sens-là, eh bien, il faut arriver à supprimer les cercles vicieux et puis à entrer dans des cercles vertueux. Alors comment est-ce qu'on entre dans des cercles vertueux? Alors là, c'est pas évident du tout, parce que justement, il faut toucher à tout. Il faudrait toucher à tout, parce que tout est en cause là-dedans. Bon, alors effectivement, le caractère rural, si on veut, la densité, la sociologie, les revenus des gens, enfin, l'histoire même. Bon, alors quand on regarde des pays qui ont quand même une certaine avance sur nous. Alors je ne vais pas parler du Japon, je ne vais pas parler de la Corée, etc. Mais si je prends simplement deux cas que j'ai étudiés, l'Islande, les États-Unis. Alors les États-Unis, ils ont fait beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs, et puis ils ont fini par réussir des choses. Alors
exemple d'erreur américaine. Et à un moment donné, ils se sont dit, alors ça c'était dans les années début des années 90, ils se sont dit, ah ben voilà ce qu'il faut faire, c'est absolument équiper les bibliothèques en milieu rural de manière à leur donner accès à toute la connaissance possible. Comme on avait les moyens de le faire, on l'a fait. Bon, ils ont payé. Ça a été un flop fabuleux, donc extraordinaire. Bon, et après, ils ont fait autre chose. Ils sont rentrés par la santé. Aux États-Unis, comme vous le savez, il y a beaucoup d'obésité, et donc le diabète est une maladie extrêmement répandue, et donc la surveillance du diabète en temps réel, c'est quelque chose de fondamental. Ben, ils ont équipé donc des quartiers entiers avec des systèmes de surveillance du diabète en temps réel, ce qui supposait un apprentissage des technologies de la part de gens qui autrement jamais ne s'y seraient mis. Hein, vraiment, ça touchait justement les zones de fracture numérique. Bon, l'Islande, ils sont entrés autrement, ils sont entrés par la banque à domicile. Bon, parce que eux, ils ont un problème de densité. Alors pour le coup, c'est même plus la ruralité, c'est la trop faible densité, et où ils fermaient, où il y avait plus de banques, ou alors c'était une banque à domicile organisée autour des TIC. Et ils l'ont réussi. Et à partir de là, ils ont enclenché un cercle vertueux. Voilà. Donc moi, je crois que c'est quand même par des voies de ce genre-là qu'on peut essayer de rentrer dans des grands objectifs, hein, qui sont très abstraits peut-être, mais au fond, voilà des solutions concrètes, et tous les éléments que j'ai pu voir ici montrent qu'on y entre. Monsieur Morel. Un point, parce que je voudrais mieux le dire que vous, mais vous avez tout dit, c'est-à-dire je suis entièrement d'accord avec votre précision, c'est-à-dire que c'est la valeur de l'usage qui va faire en sorte que l'on va progresser. On le voit parfois, c'est malheureux, mais la vision des NTIC, on pense avant tout aux aspects technologiques, au matériel que ça peut représenter, au réseau qu'il y a derrière, mais finalement, et mon intervention est très courte, c'est vraiment pour encore une fois souligner vos propos, c'est qu'il faut trouver ces fameux usages et trouver de la valeur à ces usages. Je pense qu'ensuite, ce fameux public suivra et ensuite on progressera bien plus vite. Et autour de la santé, il y a en effet, et vous l'avez signalé aux États-Unis, on pourrait prendre l'exemple aussi du DMP en France, qui est un autre sujet national, donc un peu à part, mais qui souligne et qui montre bien que voilà, la valeur de l'usage fera qu'on progressera bien plus vite. Alexandra, sur cette question, comment ça se passe chez vous, et peut-être où avez-vous identifié des marges de progrès dans votre région, notamment sur cette question des usages? Oui, donc je voudrais en fait souligner le point qu'a fait André, qu'on ne peut plus séparer l'humain et l'éthique. Donc, je dirais que l'éthique aujourd'hui sont devenus un service. Donc, juste si vous pensez à l'informatique en nuage, donc ce n'est plus l'administrateur informatique qui gère en fait des infrastructures complexes, mais c'est l'employé normal, je dirais, qui peut recourir à des services en ligne quand il en a besoin et il arrête quand il n'en a plus besoin. Et puis aussi, donc chaque employé chez nous, il utilise des réseaux sociaux, donc chaque employé s'en sert. Et finalement, je dirais aussi que l'éthique facilite en fait la participation à la vie civique. Donc, je voudrais bien parler d'un exemple donc de Stuttgart. Peut-être que vous avez entendu parler du projet 21. Voilà, c'est connu. Donc, ce projet qui vise à transformer la gare de Stuttgart en une gare souterraine. Et en fait, ce projet a divisé toute une population d'une région en adversaires et supporters. Et en été dernier, il y avait donc des manifestations hebdomadaires avec jusqu'à 7000 participants. Et en fait, tout ce mouvement-là a été orchestré via les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment, elle facilite en fait la vie civique. D'autres réactions là-dessus? Rapidement, puis je vais me tourner vers Monsieur Zen. Un exemple rapide de valeur des usages. Je vous parlais tout à l'heure du plan économique rural qui avait permis d'équiper, au total on avait reçu une rallonge d'enveloppe, donc 6700 écoles. Par exemple, un usage assez simple à mettre en œuvre et qui apporte beaucoup, c'est la possibilité de visioconférence avec l'étranger, donc l'intervention d'intervenants de langue étrangère dans une classe d'école primaire. On sait que maintenant dans les programmes du primaire, il y a l'apprentissage d'une langue étrangère. Et généralement, les enseignants n'ont pas été formés à ça, pour la plupart. Et donc, le numérique de ce côté-là apporte très facilement, enfin,
très concrètement un avantage pour l'éducation des enfants. Voilà, maintenant, ça va poser les questions derrière d'équipement, de débit, qui sont toutes liées, et ensuite d'équipement. Qui va payer pour l'équipement? L'État considère que l'équipement, ça relève des communes. Nous, on considère que ça relève, que dans un cas comme ça relève de la pédagogie. Donc, il faudrait trouver un juste équilibre entre les deux. Mais en tout cas, l'apport du l'usage, il est évident. Ensuite, on a des problèmes derrière. Monsieur Zen, on repart à Bruxelles avec donc une optique européenne. Est-ce que les territoires français, puisqu'ils nous concernent un petit peu plus aujourd'hui, se positionnent suffisamment sur les dispositifs européens? Alors tout d'abord, je voudrais dire à M. Dupuis que j'ai beaucoup apprécié sa passion sur l'innovation et les usages et que j'espère qu'après cette réunion, nous aurons l'occasion de collaborer. Vous vous connaissez déjà ou pas? Non. Non. Voilà, non, je demandais à M. Dupuis si vous vous connaissiez pour savoir si voilà. Et donc du coup, voilà, ça sert aussi à ça, à créer des rencontres et des connexions. C'est ce qu'on appellera à l'avenir l'effet Digipolis. L'effet Digipolis, on va retenir l'expression. Excusez-nous, M. Zen. Alors, ce que l'on constate, nous avons vu ici, c'est que les régions collaborent entre elles, mais que ces partenariats sont vraiment à la carte. Ce n'est pas, je dirais, un jumelage entre 2 ou 3 régions, c'est en fonction du sujet, une région donnée va travailler avec le voisin du nord, de l'est, ou avec même quelqu'un d'un peu plus loin. Donc on voit ça de plus en plus. Alors, la participation des régions. J'ai parlé tout à l'heure de fonds structurels, les fonds européens de développement régionaux. Donc une enveloppe est définie pour chaque État membre, de façon régulière, je dirais, et avec un certain contenu. Tout ça, c'est négocié donc entre l'État français et la Commission européenne, mais l'État français prend évidemment en compte les desiderata de chacune des régions, de façon à ce qu'on puisse négocier spécifiquement pour chaque région. Là, donc ces aspects-là sont développés, ces listes d'actions sont définies, mais la France n'est pas très bonne, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la mise en route, dans la mise en place, dans l'implémentation de ces activités. Et tout l'argent qui est prévu pour ces actions n'est pas utilisé. Donc c'est un peu dommage, il est possible d'améliorer de ce côté-là. Alors je voulais rajouter, disons, pour élargir un peu la chose, André Lechel tout à l'heure a parlé, sans le nommer, du réseau européen de Living Lab, qui comporte à l'heure actuelle 274 Living Lab, répartis bien sûr dans toute l'Europe, mais même dans le monde entier. Il y en a en Colombie, aux USA, en Afrique du Sud, en Inde, en Chine. Okay. Alors, quel est le but de ce réseau? D'abord, d'étudier ensemble des problématiques qui sont communes à tous les laboratoires des usages, comme par exemple leur gouvernance, la gestion des droits de propriété intellectuelle et d'autres, mais aussi donc d'échanger les bonnes pratiques et même de s'échanger des utilisateurs. Donc lorsqu'ils développent un nouveau produit, un nouveau service, au lieu de le faire simplement pour un marché national, ce qui est le cas généralement, malheureusement, et ils le développent dans un contexte européen, puisqu'ils ont des utilisateurs qui peuvent être du nord, du sud, de l'est. Il suffit d'avoir, je dirais, 4, 5 ou 6 pays, des utilisateurs de 4 ou 5 ou 6 pays impliqués dans la définition, le développement et la validation de votre produit ou service pour qu'en fait, il soit utilisable dans toute l'Union. Ce qui est beaucoup plus efficace que de le développer nationalement, puis, lorsqu'il marche nationalement, d'essayer de le faire évoluer pour l'amener dans un pays voisin, l'Allemagne par exemple, ou bien Royaume-Uni, ainsi de suite. Ce qui, donc je disais, prend du temps, et en plus, permet à d'autres de vous passer sous le nez. Et le fait de travailler donc de cette façon que je propose,
ça permet d'accéder dès le départ à un marché beaucoup plus large qui nous permet d'être compétitifs vis-à-vis des gros marchés qui existent dans le monde, que ce soit en Asie ou que ce soit en Amérique du Nord. Réaction ici, à Montbéliard, là-dessus, sur ces messages délivrés par M. Zen, M. Lechel. Bien, tout simplement, encore une contradiction, celle que nous connaissons tous, nous avons tous entendu parler, c'est-à-dire les pleurs d'un côté, nous n'aurons jamais les moyens d'eux, c'est beaucoup trop rapide, nous n'aurons jamais les financements, nous n'aurons pas ceci, cela. Qui d'entre nous n'a pas entendu cette phrase un jour à l'échelle de nos territoires? Et puis de l'autre côté, ce que nous entendons à peu près aussi souvent, c'est ça qui est quand même assez extraordinaire dans toutes nos réunions avec l'Europe et que vient de répéter Jean-Pierre Hussen, à savoir comment se fait-il qu'ils n'utilisent pas leur argent. Donc là, c'est extrêmement trivial, c'est extrêmement pragmatique comme remarque, mais c'est vraiment quelque chose dont il faudrait vraiment que nous prenions conscience. Et c'est pas seulement trivial, bien évidemment, c'est-à-dire que derrière, il n'y a pas seulement l'aide financière, le grand mot est lâché, mais il y a aussi les bonnes pratiques, les vraies bonnes pratiques, parce que l'expression pourrait effectivement prêter à discussion. Il y a une mise en réseau, il y a une véritable aide, puis on sait bien qu'on ne s'enrichit que grâce à l'autre, on ne s'enrichit pas en restant le nez tout simplement fixé sur son propre territoire. Monsieur Zen, je vous ai un petit peu bridé et coupé la parole tout à l'heure quand vous souhaitiez nous parler des questions de financement. Peut-être pouvez-vous le faire maintenant en quelques mots assez rapidement. En fait, je l'ai replacé entre-temps. Oui, c'est vrai. Du programme 4 de recherche du CIP et des fonds structurels. Très bien, parfait. Alors, je pensais que vous vouliez ajouter autre chose. Je peux en rajouter deux autres si vous voulez. Allez-y. Donc l'éducation et la culture que j'ai mentionné, il y a donc les KICS, les communautés de connaissances et d'innovation, qui ont un budget chacune qui tourne de l'ordre d'un demi-milliard d'euros. Ce n'est pas rien. Et aussi dans les satellites, le GSA, c'est-à-dire le GNSS Supervisory Authority, donc l'autorité de supervision du Galileo Navigation Satellite System, est très très intéressé par l'approche innovante que propose les Living Lab. Et donc ça c'est encore un autre endroit où des projets sont lancés et qui peuvent servir au territoire. Les satellites, justement, peuvent aller là où les câbles ne vont pas aujourd'hui. Merci. Alors, je vous propose peut-être de vous laisser entre les mains aussi de la salle qui est là, mesdames et messieurs, pour un petit instant d'échange et peut-être de questionnement. Là, on a évoqué un certain nombre de thématiques. On peut revenir sur celles que vous souhaitez, avec un micro peut-être pour que Monsieur Zen vous entende. La parole est donc à vous. Pas tous à la fois. Je vous prends peut-être au dépourvu. On a abordé beaucoup de choses sur les usages notamment. On peut peut-être revenir là-dessus ou prendre encore un petit peu plus de hauteur. Allez, Madame Berthaud. Oui, Catherine Berthaud du groupe La Poste. J'ai une question pour Monsieur Dupuis. Pouvez-vous nous dire, dans les études et les observations que vous avez pu faire, si les utilisateurs des nouvelles technologies font la différence ou s'attachent vraiment à la différence entre ce que les nouvelles technologies peuvent apporter en termes de services au sens service public et service marchand? Je rebondis un petit peu à l'intervention du représentant de l'Association des maires ruraux de France, parce que effectivement, c'est un vrai sujet aujourd'hui, et la Poste est dans ce débat entre la présence au titre de ses missions de service public, mais en même temps, et le directeur d'Extelia a bien donné la dimension du modèle économique. Donc il y a une dimension entreprise et une dimension service. Donc j'aimerais avoir un peu votre réflexion par rapport à cette attente en termes de service au sens public, et une attente qui serait plutôt marchande. J'aimerais avoir un peu votre approche. J'ai envie de vous répondre, mais nous nous connaissons depuis longtemps, que c'est une vaste question. Je ne crois pas avoir toutes les données là pour vous répondre, mais sur un point, quand même sur un point, parce que sur le point qui a été évoqué sur justement les sites municipaux. Alors là, c'est extrêmement intéressant,
parce que on a eu l'occasion d'examiner des sites municipaux au fond de communes de toute taille, de toute dimension. Alors il y a des différences extraordinaires, alors qui sont en gros corrélées avec la taille des communes, ou des communautés, mais enfin plus souvent des communes, mais pas toujours. Il y a aussi des différences. Et on en vient quand même à se dire que, sur ces sites municipaux, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une information qui est d'ordre public, qui est destinée aux citoyens. Bon. Et on ne peut pas ne pas constater qu'il y a, en quelque sorte, de l'information à deux vitesses. Alors que, normalement, tous les citoyens devraient être égaux par rapport à une information de cet ordre-là, public, eh bien, ils ne sont pas du tout égaux. Alors pourquoi? Eh bien, parce que ça dépend de la taille de la commune, bien sûr, ça, on comprend très bien, mais ça dépend aussi d'autres choses. Par exemple, il se trouve que dans certains endroits, le maire ou l'adjoint au maire est issu du milieu, on va dire, des télécoms ou du NTIC, etc. Donc il a une passion et puis une compétence, et ça va conduire, en fait, à une qualité du site, et donc une qualité de l'information distribuée aux citoyens qui est extraordinaire, quoi, par rapport à ce qui se passe à côté. Donc là, alors l'attente, on sent bien quand même que l'attente des citoyens, ça serait quand même d'être traités de la même façon qu'ils habitent à un endroit ou qu'ils habitent à un autre. Donc voilà, je réponds très très partiellement à votre question, mais il y a quand même des soucis à se faire de ce côté-là. Faut pas. Alors d'un autre côté, on pourrait dire oui, mais maintenant les gens sont bien contents, ils ont des téléphones portables, etc. Ils s'occupent pas de savoir si c'est public, si c'est privé, peu importe. L'essentiel, c'est qu'ils aient un opérateur qui soit efficace, qu'il est entre guillemets, qui ne les arnaque pas trop, etc. Bon, voilà. Mais en fait, il reste quand même, je crois, un souci d'une certaine équité, en tout cas, sur ce qui est considéré comme étant du domaine du service public, quand même. Désolé, ça ne va pas totalement répondre non plus à la question, je crois que c'était un peu le sens, mais je voulais rebondir sur un point qui me paraissait aussi très intéressant. Et je suis bien d'accord, c'est-à-dire à un moment, un élu, un maire, on le sait, s'il a quelques prédispositions au NTIC, forcément, à un moment, il ira peut-être plus vite que d'autres qui sont peut-être neutres, voire réticents. Tout ça pour dire, et je rejoins sur un point, oui, il y a parfois des subventions, oui, il y a parfois de l'argent, mais il faut savoir pourquoi faire. Et c'est je crois, une des questions importantes, puisque même avec certains budgets, il faut quand même aussi réfléchir à ce que l'on souhaite mettre en place et pourquoi pas être accompagné. C'est là où l'initiative sur ce genre de projet est des plus importantes. Je voulais vous dire justement, Monsieur Dupuis, que l'outil qu'on a mis en place à la MRF que j'évoquais tout à l'heure, donc c'est si vous allez sur le site www.campagnol.fr, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'était justement pour permettre à des maires qui n'avaient pas de compétences particulières, qui n'étaient pas des employés de France Télécom ou de la Poste au cours des dernières technologies, de justement faire leur site en s'occupant uniquement des contenus qu'ils allaient mettre dedans. C'est un outil simple, donc ils peuvent vraiment se concentrer sur le contenu plutôt que quel outil de téléchargement FTP j'ai utilisé pour envoyer vers le serveur mes fichiers, etc. Donc ça c'était une chose importante là-dessus. C'est aussi un facteur d'égalité. Je suis d'accord avec vous. Il y a plein d'inégalités, plein de fractures en matière de numérique dans les communes et pas seulement les fractures liées au débit qui sont pas les mêmes, même sur le même territoire dans la commune. J'avais une question supplémentaire. Pour vous, justement, savoir qu'est-ce qui est discriminant dans les usages. Est-ce que justement le plus discriminant c'est ville-campagne? Est-ce que c'est l'âge des utilisateurs? Est-ce que c'est la catégorie socio-professionnelle ou peut-être beaucoup d'autres choses? C'est encore une question extrêmement vaste, mais bon, pour simplifier, ce qui est le plus discriminant, si on hiérarchise les facteurs, c'est le revenu. Alors le problème, c'est que le revenu est corrélé avec beaucoup de choses, en particulier avec, on va dire, le niveau socioculturel, le niveau d'éducation, très très fortement. Bon, et donc ça apparaît comme deuxième facteur, mais en fait, on sait bien qu'il est très corrélé. Et le ville-campagne, ça n'intervient qu'en dernier, parmi 5 facteurs. Vous voyez, ça c'est sûr.
Peut-être juste 2 points pour répondre effectivement à ces 2 questions. La première, non, il n'y a pas de discrimination par rapport au lieu. Alors juste un petit exemple un peu symbolique. Au début de la présidence suédoise de l'Union européenne, la ministre nous a envoyé, j'allais dire au fin fond, quasiment, c'était à la hauteur de l'arc polaire, c'était Luleå très exactement. Donc on s'est dit pourquoi diable aller parler d'innovation jusqu'à Luleå. On a montré le campus. On a regardé qui était là le soir, c'est-à-dire un certain nombre d'habitants qui étaient sur le campus, et on y parlait de quoi, devinez, l'Internet du futur. Donc dans un endroit quasiment perdu, où effectivement un certain nombre les seules personnes qui n'étaient pas venues, c'est parce qu'effectivement ils avaient trouvé que le voyage était franchement trop long, c'était pour parler d'Internet du futur. Donc il n'y a pas de vraie discrimination, c'est vrai qu'il faut de la volonté. Ça me semble être un point important. Et par rapport à la question qui a été dite, c'est un tout petit peu la même chose. À partir du moment où il y a une vraie volonté de développement, de réflexion des uns et des autres, y compris des personnes concernées, sur les applications, sur les usages, sur les besoins, et où elles ont la possibilité de dire quels sont leurs besoins, effectivement, ça résout toute une série de questions. Merci. Autre question de Madame au premier rang. Le micro vous arrive. Oui, donc Annie Morel-Grunblad, vice-présidente à la communauté d'agglomération Belfortaine. Ma question s'adresse donc à Alexandra. Vous nous avez donc informé des usages donc en pratique dans la région donc du Bade-Württemberg et je voudrais savoir sur quelle infrastructure ces usages s'appuient et comment vous les avez développés, avec quel financement. Merci. Bon, je dois avouer que je ne suis pas expert sur cette matière-là, puisque en tant que MFG, l'agence d'innovation, donc on part du fait que les technologies sont là et c'est pas de notre matière de mettre à disposition les infrastructures. Donc ce sont d'autres acteurs dans la région. Donc je veux bien prendre cette question dans ma région et vous répondre après, mais là. Tout ce que je dirais, je ne serais pas sûre à 100%. Donc là, c'est quand même peut-être de la fibre optique, du très haut débit, non? Vous n'avez pas les éléments. Oui, sûrement, mais comme je ne suis pas sûre à 100%, là, voilà. Vous échangerez vos mails. Oui. Voilà. Autre question, il nous reste vraiment quelques courtes minutes. Alors, Madame, toujours au premier rang. Plus qu'une question, 2 petites précisions. Un sur l'infrastructure numérique. Je pense que l'infrastructure numérique n'existe pas, mais l'infrastructure cognitive a existé toujours, ça existe et ça existera. Et quant au service public, au service marchand, je vais vous mettre un exemple. Et vous allez donc me donner votre propre réponse. J'ai une amie qui a la double nationalité. Elle est espagnole et française. Alors, quand elle a besoin de se faire sa carte d'identité espagnole, elle peut se le faire dans un quart d'heure. Elle n'a qu'à envoyer un courrier électronique donc à Madrid et on lui donne un rendez-vous bien par SMS ou par courrier électronique, comme elle veut. C'est gratuit, bien sûr. Elle prend l'avion, elle prend sa carte d'identité et son passeport dans 5 minutes. La carte d'identité, un quart d'heure, donc les passeports. Parce que c'est beaucoup plus compliqué. Elle, en plus, c'est une carte d'identité et un passeport d'un petit village, justement, du fond de l'Espagne. Elle habite à Paris, elle a besoin de se faire ses papiers à Paris. Il faut 15 jours pour avoir sa carte d'identité. Elle perd, je ne sais pas combien de jours du travail, parce qu'il faut attendre, parce qu'il n'y a pas de service. Alors, où est le service public, où est le service marchand? Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas si on a les interlocuteurs pour répondre. Enfin, en tout cas, c'est intéressant. Non, il n'y a pas de représentant de l'État ou de la préfecture. Mais en tout cas, observation intéressante. Monsieur Dupuis, non? Là-dessus? Non. Ah, pas d'aparté. Vous en faites profiter tout le monde. Alors, on vous donne le micro, Monsieur Dupuis, et on vous donne juste le micro. un mot, pas sur les cartes d'identité. Enfin, encore que je crois que ça progresse. Moi, j'ai changé mon passeport récemment et j'ai reçu un SMS pour me prévenir qu'il était prêt. C'est déjà formidable, hein. Donc, bon, mais
Je suis entièrement d'accord avec vous. Sur la fracture numérique, moi je suis pas tout à fait d'accord. J'étais très sceptique vis-à-vis de ce concept venu d'ailleurs. C'est digital divide, ça vient de l'américain savant. Et quand même, en étudiant les choses, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est l'idée non pas d'une différence. Et bien sûr, il y a des différences pour tout. Il y a des gens qui ont des grosses voitures, des gens qui ont des petites voitures, etc. Bon, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est le côté cumulatif et au fond le fait qu'on ne s'en sort pas. Vous voyez, parce que l'évolution de l'ensemble de la société est plus rapide que les progrès qu'on peut faire soi-même, en quelque sorte. Et donc là, il y a un côté pervers, il y a un côté effectivement vicieux du cercle. C'est ça. Si on retient ça seulement, de la fracture numérique, je crois que ça vaut la peine quand même d'en parler. Mais c'est peut-être ce que vous appelez la fracture cognitive, en fait. Hein, c'est un peu ça. Monsieur, vous vouliez apporter un élément de réponse? Oui, juste sur le cas particulier de Paris. En fait, dans toutes les autres communes françaises, ce sont des agents de la commune qui instruisent les demandes. Et plutôt bien parfois, avec maintenant le passeport électronique, certains font de la prise de rendez-vous. Donc on arrive, Massy ce matin nous en a apporté l'exemple, les gens attendent 2 minutes au maximum pour la délivrance, enfin en tout cas les formalités de délivrance du passeport, avec effectivement après ce principe jacobin d'impression du passeport par l'imprimerie nationale et de retour, et un avertissement par SMS. Sur l'efficacité parisienne, c'est la seule ville de France où en fait ce ne sont pas les agents communaux qui gèrent l'état civil, donc à la fois la délivrance des passeports et la délivrance des cartes d'identité, en tout cas l'instruction, c'est délégué à la préfecture de police. Et les services de la ville de Paris se plaignent du manque d'efficacité des agents de la préfecture de police en la matière, de même qu'en matière de stationnement. Voilà. La patate chaude. Merci pour cet élément de compréhension. Suite à cet élément qui nous avait intrigués. Y a-t-il d'autres questions, interrogations, réflexions? Non? Monsieur Zen, un dernier petit détour par Bruxelles. Avez-vous encore un élément à nous délivrer? Fait-il beau à Bruxelles d'abord? Aujourd'hui, pas terrible. Bon, d'accord. Les jours précédents, c'était super. Ok. J'espère que demain, ça va s'améliorer. Je reviendrai sur la question de Mme Berthaud un petit peu. Première question. Pour soutenir en fait M. Cassagne, l'échange des bonnes pratiques, c'est quelque chose de très important dans ce domaine. Et l'association des maires doit sans doute travailler déjà dans ce domaine. Et donc, un autre second point, c'est la protection des données. C'est un sujet qui est toujours d'actualité, toujours très chaud. On ne peut pas mettre n'importe quoi en ligne. Et je pense qu'un jour ou l'autre, on aura des problèmes avec les réseaux sociaux tels qu'ils sont gérés aujourd'hui. Monsieur Cassagne. Juste un mot pour dire que je vous ai trouvé terriblement optimiste en matière de fracture numérique. On parle de fibre optique et de fibre optique qui est déjà arrivée dans des grandes villes avec des débits incroyables que je peux même pas imaginer, alors que j'habite dans une grande ville paradoxalement. Et à l'autre côté, des communes qui fonctionnent encore avec des modems sur le réseau de téléphonie commuté, donc maximum 56K et des poussières, qui certes ont accès à des satellites, puisque maintenant le discours officiel c'est 100% du territoire est couvert par satellite. Mais voilà, mais c'est pas la même chose entre le filaire et le satellite. Il y a des contraintes qui sont différentes. C'est une alternative, mais c'est pas la même chose. Et moi, j'ai l'impression que la fracture numérique, alors pour les usages, ça va suivre, mais en tout cas en matière de débit, elle est en train de se creuser. Et alors, au passage, je dois saluer à la fois l'ARCEP et le gouvernement parce qu'on a appris cette semaine les modalités de la procédure d'attribution des licences 4G, donc la prochaine génération de téléphonie mobile à très haut débit, qui sont nettement en faveur de l'aménagement numérique du territoire. Alors, en l'occurrence, la question c'était comment est-ce qu'on va utiliser les fréquences dites en or qu'on récupère avec le passage de la télévision traditionnelle à la TNT. Et donc l'un des enjeux, c'était justement comment est-ce qu'on va se servir de ces fréquences. Donc fréquences dites en or parce qu'elles passent partout. En gros, les fréquences qui avaient été utilisées par l'armée, on les a récupérées. Et l'ARCEP et le gouvernement derrière ont décidé de les utiliser pour l'aménagement numérique du territoire, avec une chose originale qui ne s'était pas passée jusqu'ici pour la téléphonie 3G, qui était d'imposer un minimum de couverture par département, alors que jusqu'ici c'était un minimum de couverture nationale
Et bon, évidemment, le national, on sait comment ça se passait avec la concentration dans les villes. Là, maintenant, c'est assorti d'une obligation de couverture. Maintenant, il y a différentes choses qui sont importantes. C'est d'abord que l'État s'assure que les opérateurs télécoms qui vont obtenir ces licences remplissent bien leurs obligations. Là, les problèmes de zone blanche en téléphonie mobile, dans la campagne, on connaît ça, notamment parce que sur les cartes, on considère qu'une commune est couverte dès lors qu'en un point de la commune, le téléphone capte. Alors, c'était un sénateur, Hervé Moret, qui avait dit ça, moi, si je capte la téléphonie mobile en montant sur le clocher de mon village, on va considérer que le village est couvert, alors que c'est pas le cas. Et ensuite, l'autre chose que nous, on a tenu à préciser en réaction, parce qu'on s'est réjoui de cette situation, de cette avancée, c'est que c'est uniquement une étape dans la montée des débits. Il ne faut pas penser que les ruraux, justement, qui seraient des citoyens de deuxième zone, auraient droit à un très haut débit de deuxième zone uniquement avec la téléphonie mobile. Notre but, c'est toujours, enfin notre but qui a été fixé par le président de la République, c'est le très haut débit, la fibre optique dans chaque foyer en 2025. Ça doit rester absolument l'objectif. Alors on va pas relancer tout le débat puisque en plus il est tard, mais voilà, merci pour cette contribution. Ah, Monsieur Stinta, veut réagir là-dessus? Je voudrais bien en réaction, enfin en réponse, vous répondre par une question que je pose au professeur Dupuis, si vous voulez bien, une question qui est plutôt une réflexion à haute voix. On sait que la population mondiale croît et que cette population se concentre de plus en plus dans les villes. Bon. On sait que la France a un défaut d'armature urbaine. C'est d'ailleurs ce constat qui a présidé au lancement des réseaux de villes par la DATAR il y a maintenant 3 ou 4 ans. Bon. Nous sommes ici en métropole Rhin-Rhône. Bon. L'idée était de compenser l'insuffisante taille des métropoles françaises par une mise en réseau des villes et avec l'idée que, avec une mutualisation, une accélération des échanges entre les villes, on allait compenser cet effet de masse. Bon. On sait que la richesse se concentre dans les villes, les hautes qualifications. Bon, on sait donc qu'il est un enjeu national pour la France, d'autant plus en matière d'innovation, que les villes continuent à croître, les grosses villes génèrent des économies d'urbanisation, ce que les économistes appellent des économies d'urbanisation, qui sont un input dans la création d'innovation, prise de marché dominante et compétition internationale. Bon. Donc, mettre le haut débit partout, c'est une belle chose. En termes de priorité, je n'apporte pas de réponse. Je voudrais avoir la vision du professeur Dupuis sur l'installation, j'allais dire, d'un déploiement tous azimuts des fibres optiques. Alors peut-être vous avez évoqué un principe d'équité, je ne sais pas si ça s'applique, mais en tout cas, il y existe quand même des priorités économiques. Alors, mon intervention ne signifie pas, c'est une question que je pose, hein. Il y a quand même des priorités à un certain moment pour savoir où concentrer les moyens pour faire. Je dirais qu'au fond, pour terminer ma question, il n'y a pas d'IRM partout. Bon. Voilà, enfin, vous avez compris, c'est une question, hein, en forme de... que j'ai envie de poser depuis 2 jours, et que je pose aujourd'hui. Ah, c'était l'extrême limite, hein. C'était extrême limite. Extrême limite. Voilà. Monsieur Dupuis. J'ai travaillé sur une région qui est loin d'ici, c'est la région Midi-Pyrénées. Bon. Alors, il y avait cette idée que dans cette région, évidemment, Toulouse était extraordinairement bien équipée, et puis après, il y avait le désert numérique total. Bon. Alors, on a fait des calculs, on a essayé de mettre en relation, d'une part, la desserte, alors, disons, backbone, hein, disons les grosses artères, on n'est pas rentré dans le détail précis, et puis la densité de population. Eh bien, il y avait une excellente correspondance, en fait. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de sous-équipement du point de vue du critère de l'équité qu'on peut considérer comme étant le rapport entre la desserte et la densité de population. Eh bien, il n'y avait pas d'inégalité majeure dans la région Midi-Pyrénées, contrairement à ce qui était avancé par certains, y compris des élus. Bon. Alors, du coup, les choses se sont un petit peu calmées de ce côté-là. Voilà. Alors, maintenant, on peut toujours dire, c'est quand même injuste. Oui, mais alors, qu'est-ce qui est injuste? C'est le fait qu'il y ait des zones de plus faible densité. Et ça, c'est vrai, en Midi-Pyrénées, c'est vrai.
il y a une situation assez particulière de ce point de vue-là. Bon, mais je veux dire que ça devient un peu métaphysique comme débat. Hein, voilà. Moi, je peux pas aller plus loin, si vous voulez, parce que après, on entre dans des considérations. Qu'est-ce que l'équité? Voilà. Je ne peux pas dire plus. Qu'est-ce que l'équité? On va laisser ça pour le bac de philo. Hein. Merci beaucoup. On va remercier Monsieur Ezen qui est à Bruxelles. Et puis, je signale que peut-être Alexandra va nous quitter dans quelques minutes, donc on va peut-être vous voir disparaître, mais c'est pour sauter dans un train. Et je vais donner la parole à Monsieur Lechel maintenant, à qui va revenir la lourde tâche de synthétiser finalement 2 journées de travaux à Digipolis, et y compris cette table ronde de Monsieur Lechel, président donc des territoires de demain. Merci beaucoup, Monsieur Joly. Merci à nos amis qui m'ont demandé d'esquisser cette tentative de synthèse, parce que bien évidemment, comme vous l'imaginez bien, c'est une mission impossible dès lors qu'on essaie de le faire bien et avec, comment dirais-je, le souci de ne pas trop oublier de personne. Mais bien évidemment, je vais en oublier, et donc pardon à l'avance à ceux qui auront l'impression d'être dans cette catégorie. Alors, il y a plusieurs axes qui me semblent importants par rapport aux multiples discussions que j'ai eu l'occasion d'avoir, puisque, à faute d'assister à des réunions des ateliers qui ont souvent lieu en même temps, c'est évidemment difficile de venir vous écouter tous. Donc, c'est grâce aux informations qu'on me fournit par ailleurs que je vais faire ce petit bilan. Un premier point qui me semblait absolument passionnant, je n'hésite pas devant le mot, sont les nouvelles relations entre entreprises, ou entre entreprises et territoires. Je parlais d'économie du lien tout à l'heure. C'est quelque chose que je lis, en fait, entre les lignes à Digipolis. Comment une petite entreprise peut travailler avec une plus grande? L'exemple à mes côtés, je crois, illustrera tout à fait cela. Groupe La Poste avec des startups ou d'autres. De nouvelles relations entre entreprises, c'est même l'objet, on a parlé avec Jean-Pierre Ezen des laboratoires d'usage, c'est l'objet d'ailleurs d'un laboratoire d'usage qui vient de démarrer, qui a été labellisé lundi dernier à Budapest, à savoir étudier ces nouvelles relations entre entreprises. C'est quelque chose de fondamental. Entre entreprises et territoires, ça l'est presque encore plus, surtout que nous partons de très loin. Alors ça dépend des horizons culturels. L'horizon culturel allemand ne serait pas totalement l'horizon culturel français de ce côté-là, et on a eu l'occasion d'en parler avec certains d'entre vous. Il est bien clair que l'acteur territorial va devoir être, alors n'exagérons pas les choses, je ne dirais pas le VRP de ces entreprises ou des entreprises qui sont sur ces territoires, c'est une expression qui a été utilisée dans mes discussions, mais c'est un tout petit peu ça quand même. Il ne s'agit pas seulement, on l'a dit très largement pendant ces 2 jours, il ne s'agit pas seulement de se baser sur ce qu'un territoire a réussi à obtenir, un cluster, une pôle de compétences quelconque. Il s'agit de le mettre en liaison avec d'autres pôles. Et pour cela, c'est l'acteur territorial qui est au premier plan, d'aller en Inde, d'aller voir son homologue, de dire voilà comment on pourrait partager les marchés, voilà comment on pourrait faire pour collaborer ensemble entre territoires, pour que ce soit bien clair, et entre territoires pour que des entreprises collaborent entre elles. Ça me semble être un point important. Il y a de quoi faire en Digipolis 2012, donc je m'arrêterai là, mais c'est un point absolument essentiel. On a beaucoup parlé de la ville, alors j'hésite évidemment devant l'adjectif, de la ville innovante. C'est les villes qui pensent et qui rêvent de l'effet Médicis. Vous vous rappelez de titre de cet ouvrage, je crois que c'est 2004, de Johansson, où l'effet Médicis, c'est le fait de la volonté d'un territoire de mettre les gens en rapport, de mettre des idées en rapport, de créer des intersections entre les intérêts des uns et des autres. Et donc cette ville de demain, elle a bien été évoquée dans plusieurs ateliers. Et là aussi, aujourd'hui, il y a des laboratoires vivants. Notre collègue de Versailles qui était présent a pu le dire à bon droit, puisque Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines viennent de créer ensemble un laboratoire de la ville. Donc ça, c'est un point tout à fait essentiel, et je pense que un certain nombre de territoires pourront se rapprocher de ce laboratoire-là. Donc on a beaucoup parlé de la ville, on a beaucoup parlé, énormément parlé, et à juste titre, de cartographie. Alors, bien sûr, il y a la 3D et sa charte, bon, j'y reviendrai pas hier, mais de manière générale, tout ce que l'on peut faire, tout ce qu'il ne faudrait pas faire, du moins
au moment où nous sommes, puisque nos positions changeront sans problème dans les années qui viennent, avec la cartographie. Le détail de la cartographie d'une ville, on peut aller jusque dans le moindre des détails, ça fait l'objet de débats ici hier en fin de journée, et c'est un point tout à fait essentiel. Jusqu'où peut-on aller entre la cartographie la plus précise et par exemple le respect de l'intimité des habitants ou des citoyens. Cette cartographie, elle est fondamentale, elle va nous permettre de bien penser un point qui se retrouvait dans nombre d'ateliers. Nous allons rentrer dans un monde de cartographie, où tout est cartographié, où tout est cartographiable. La cartographie des compétences, par exemple. Donc ça, c'est un point tout à fait essentiel. Le mot cartographie, je le mettrai volontiers au palmarès de Digipolis 2011, d'après ce que j'en ai entendu. Je parlais de cartographie des compétences. L'éducation. Les territoires de demain, évidemment, sont des territoires apprenants. Mais là aussi, ça n'est pas facile. Il y a des entreprises qui sont ici, qui nous ont parlé d'apprenance, d'autres niveaux, d'autres supports possibles pour apprendre. Apprendre pour l'habitant tout au long de sa vie, on sait bien que c'est très facile à dire. Ça, c'est un mot qui a une quinzaine d'années maintenant dans les projets européens, voire un peu plus. Mais apprendre tout au long de la vie, ça veut dire aussi que monsieur le maire ou son adjoint va être le responsable dans les années qui viennent, au niveau de son territoire, du savoir dispensé aux habitants. Et aussi, puisqu'on parle de formation des élus, c'est quelque chose qui a été très présent dans un certain nombre de discussions. Donc bien sûr, éducation, territoire apprenant, c'est un mot-clé aussi qui, je crois, aura, plus que l'année dernière, à mon sens, caractérisé les débats de cette année. Au-delà de l'éducation, au-delà de la 3D, c'est aussi, je dirais, la ville et le tourisme. On a beaucoup évoqué le tourisme, on a beaucoup évoqué un certain nombre d'outils utilisables pour le tourisme. Certains me tiennent à cœur, donc effectivement j'ai écouté ces débats et ces discussions avec intérêt. Je pense à l'utilisation du QR code. Une entreprise ou deux qui, notamment d'Orange, ont beaucoup parlé des QR codes, c'est-à-dire la capacité de mettre un message ou on renvoie sur un site ou on renvoie tout ce que l'on veut en réalité au travers d'un code que vous collez sur une façade de maison. C'est un point important pour le tourisme, mais on comprend bien que ça va au-delà du tourisme. Ça rejoint ce qui a été appelé dans un débat sur l'Europe hier, ça rejoint l'itinérance cognitive, c'est-à-dire comment la mobilité évidemment était au cœur de Digipolis 2011, c'est évident. Au-delà de cette mobilité, comment apprend-on en étant mobile? Comment peut-on avoir de l'information en étant mobile? Et là, c'est une pléiade de technologies qui ont été pas forcément présentées, mais en tout cas évoquées. Technologie, oui, beaucoup de choses dans ce domaine-là, bien évidemment. Là aussi, ça me rappellera dans le domaine de la réalité augmentée, dans le domaine de la géolocalisation, dans le domaine de la réalité virtuelle. Ça me rappelle beaucoup de choses. Notamment peut-être, alors eux pour le coup ils n'ont pas pu venir cette année, ils étaient prévus, ils n'ont pas pu être là et je voudrais quand même faire mention de ce qu'ils font à Laval. Laval qui est une ville qui est en train de tout simplement d'utiliser, c'est une très belle métaphore, donc je voudrais aller lentement vers la fin de cette synthèse en utilisant aussi quelques métaphores, quelques images qui me semblent être significatives. C'est celle d'un terrain militaire. Participants à rejoindre la conférence. Voilà ce que peut faire la technologie. Vous avez un superbe exemple. Merci beaucoup, mademoiselle. Donc, nos amis de Laval qui ont un super projet qui est d'utiliser un quartier militaire, donc qui n'aura plus cet usage-là à partir du 1er juillet, pour en faire quoi, devinez? Un centre international de la réalité virtuelle. Donc ça, je crois que c'est une des images intéressantes. Et c'est une des images que je verrai volontiers. Je ne suis pas de Montbéliard, je ne suis pas de Belfort, je ne suis pas de la région, mais je verrai assez ce genre de projet porter une région comme celle-ci. Et en tout cas, ça fait l'objet de discussions avec un certain nombre d'élus de la région et il y avait de quoi s'en réjouir. Puis bien d'autres sujets, bien évidemment, on ne va pas tous les évoquer. Simplement dire que il manque... On l'a un peu dit au début et j'y ai contribué, Jean-Pierre Eusen l'a dit, beaucoup d'entre vous l'ont dit, il manque un lieu, il manque peut-être un lieu un peu qui n'est pas encore mythique. Non, Digipolis, c'est pas encore un mythe. Ça va venir peut-être, monsieur le directeur. Mais il manque un lieu aujourd'hui où l'on débat de toutes ces questions.
Ça, nous en sommes fondamentalement convaincus. Il y a plein de lieux où il y a plein de choses. On débat de ce genre de choses dans X colloques, dans X congrès. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, heureusement encore. Mais il n'y a pas de lieu emblématique. On le peut réunir de temps en temps, de manière relativement régulière, des acteurs territoriaux. Et puis peut-être la trilogie qui a été évoquée par Jean-Pierre Eusène. C'est-à-dire, encore une fois, des acteurs territoriaux représentant la collectivité territoriale, leur collectivité, leurs habitants, leurs citoyens, et aux côtés de créateurs d'entreprises et aux côtés de chercheurs. Donc c'est un peu sur cette métaphore que je voudrais terminer. C'est un souhait, c'est pas un constat, c'est un souhait pour l'année prochaine, et j'espère que vous le partagerez tous, à savoir qu'on se retrouvera souvent à Montbéliard pour réfléchir sur l'intelligence territoriale. Merci beaucoup. Merci à tous. Monsieur le directeur. Un petit mot de la fin, peut-être ? Alors, volontiers. Venez dans la lumière. Merci. Donc, un petit mot de la fin que devait assurer le président Sommer et qu'il n'a pas pu assurer, que je vais faire en son nom. Donc, non pas pour faire une synthèse qui a été extrêmement bien faite par monsieur Le Scheul, ni réactiver des débats. Je m'en garderai bien. Des débats qui ont été extrêmement vifs et qui pourraient le devenir plus, qui pourraient, on en a longuement parlé avec André hier soir, tardivement même, plus libérés encore. Plus libérés. On sent qu'il y a des clivages parfois sous-jacents, des questions qui affleurent et qui mériteraient, qui gagneraient peut-être à être évoquées, à être discutées avec plus de liberté parfois. Bon, mais on a déjà commencé en matière d'intelligence territoriale, ce couplage intelligence territoriale TIC. Donc la deuxième édition de DigiPolice, extrêmement variée, extrêmement intéressante. C'est la loi du genre. Je voudrais quand même, DigiPolice ne s'est pas fait tout seul, remercier donc toutes les personnalités qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Je pense à la présidente Marie-Guide Dufay hier, présidente de la région Franche-Comté, et de son homologue auvergnat, René Souchon. Un grand merci également à tous les participants à cette table ronde. Bien évidemment, un remerciement à Monsieur Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture et de la Communication, qui a accepté de patronner cette deuxième édition de DigiPolice. Sans oublier nos partenaires, Imagina. Je rappelle que Numérica a gagné le premier prix l'année dernière de la simulation 3D. Technicité, la Fondation Territoire de demain, son président André Le Scheul. Nos partenaires privilèges. Je pense au groupe La Poste, Berthaud et Géoconcept, nos partenaires financiers aussi, puisque DigiPolice existe notamment grâce à un financement Europe, État, Conseil régional de Franche-Comté, et bien évidemment nos partenaires et actionnaires de Numérica, notamment Pays de Montbéliard Agglomération, la Caisse des dépôts, le Conseil général du Doubs, la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté, la Chambre de commerce et industrie du Doubs, pour citer les plus importants. Bien sûr, les entreprises et les intervenants, les entreprises qui nous ont fait l'honneur de venir à Montbéliard. J'espère qu'elles ont noué des contacts fructueux. Juste pour leur dire qu'elles le savent, que les affaires, ça se fait sur un salon, mais ça se fait aussi autour du salon, dans une dynamique, dans la dynamique DigiPolice, qui continue à travers le site web, qui continue à vivre à travers ces news, et le business qui sera généré au-delà et en deçà du salon. En ce qui concerne les intervenants, j'ai noté qu'une douzaine de régions étaient directement ou indirectement représentées, la Franche-Comté, l'Auvergne, la Picardie, PACA, Languedoc-Roussillon, l'Aquitaine, l'Île-de-France, la Lorraine, la Bourgogne, la Bretagne, l'Alsace, et 3 pays plus 1, donc la Belgique, et puis la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne. Le Maroc devait être représenté, il ne l'a pas été. Je remercie à nouveau André Le Scheul pour sa participation, son engagement. Et puis, quelques mots pour terminer, pour souligner que DigiPolice
souhaite rester au service des collectivités qui veulent s'approprier de nouvelles façons de travailler avec le numérique, et toutes les collectivités de toute nature, rurales, urbaines, de petite taille ou de grande taille. Digipolis, c'est le numérique aussi, sont les solutions numériques pour permettre aux petites communes rurales, eh bien, d'apporter des réponses dans le champ du tourisme, de la valorisation du patrimoine, des services à domicile, mais c'est aussi pour proposer aux grosses métropoles, eh bien, d'acquérir un supplément de fluidité pour désengorger, pour rendre la vie ensemble dans les grandes villes plus agréable, et au total, permettre à ces grosses villes d'assurer leur fonction aussi de locomotive. Digipolis et s'adresse donc à absolument toutes les collectivités. Il me reste donc à vous remercier et puis à compter sur vous pour l'édition de l'année prochaine. Voilà. Au revoir. Merci.